Khadija Maalla, vous êtes avocate, consultante du droit international. Je vous souhaite la bienvenue à l'occasion du 13 août. Merci beaucoup. Alors justement, à cette occasion, quelle est la place de la femme tunisienne aujourd'hui sur l'échiquier politique? La femme a toujours joué un très grand rôle. Maintenant, plus que jamais, elle a intérêt à jouer même un plus grand rôle parce que justement, au cas où qui que ce soit voudrait un petit peu s'approcher de ses droits ou les remettre en question d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans un texte constitutionnel ou autre, elle a vraiment intérêt à s'assurer de continuer à lutter pour ses droits. Parce que j'ai toujours cru dans la citation qui dit que la vigilance est le prix de la liberté. Donc plus nous sommes vigilants, mieux c'est pour nous, afin que personne ne touche à nos droits. Et justement, en fait, croyez-vous que les acquis de la femme tunisienne aujourd'hui sont-ils menacés? Ils risquent de l'être. Honnêtement, si on commence à lire le préambule de la Constitution, où rien n'est mentionné par rapport à notre code de statut personnel qui a été pionnier, dont on a été tellement fiers, ça fait 60 ans qu'on est fiers de ce code, et puis toutes les autres lois progressistes, si on voit le préambule qui n'en parle pas, si on voit après que notre État n'est plus civil, donc on se pose la question, sommes-nous devenus un État religieux? Parce que je ne crois pas que nous soyons un État militaire. Et donc si on voit cela, si on voit l'article 5, qui justement n'a jamais existé, et qui commence maintenant, il a vu le jour dans cette Constitution, c'est se poser la question, pourquoi ce retour en arrière? Pourquoi soudain doit-on revenir à lier le droit positif à la religion musulmane? Je ne comprends pas. Quel impact cela va avoir sur les acquis? Donc encore une fois, la vigilance est le prix de la liberté. Et si nous ne voulons pas que qui que ce soit déclare justement ce code du statut personnel anticonstitutionnel ou toutes les lois progressistes, il est très 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 urgent de ne pas se dire oui, nous avons des acquis, on les aura toute notre vie. Ce n'est pas vrai. Ces acquis ont été le fruit de beaucoup de sacrifices, de militantisme de femmes et d'hommes avant nous. À nous de les garder et de nous assurer de passer le flambeau à la prochaine génération pour qu'au contraire, nous ayons beaucoup plus de droits et que juste on ne se satisfait pas de ce qu'on a ou de ce qu'on risque de perdre. Et justement, pour revenir à un peu ce qui s'est passé, pour revenir au 25 juillet 2022, et peut-on parler aujourd'hui d'une république tunisienne civile et laïque, ou tout simplement une nouvelle république qui est devenue un mirage? Vous savez, la République, aussi, une des composantes, c'est la séparation de pouvoir. Il y a des pouvoirs et la séparation, afin que, comme a dit Montesquieu, chaque pouvoir contrôle le reste. Or, actuellement, il n'y a plus de pouvoir. Nous avons des fonctions. Donc, tout le monde est devenu fonctionnaire sous le contrôle du pouvoir exécutif. Et là, on se pose la question par rapport à cela. Mais par ailleurs, laïque, certainement pas, puisqu'on a éliminé, et on ne comprend toujours pas, l'article 2, qui pourtant, dans la Constitution de 2014, il est bien spécifié que c'est un article auquel on ne peut pas toucher. Le fait que l'État tunisien soit civil, donc ça aussi, c'est quelque chose d'assez grave et il va falloir comprendre de quoi il s'agit. Donc il n'y a pas de laïcité, puisque la laïcité, c'est justement la séparation entre la religion et le système politique. Or, l'article 5, maintenant, qui n'a pas existé dans la Constitution de 2014, et c'est introduit presque par effraction, je dirais, cet article, dont on ne comprend pas l'origine. Donc tout cela fait que maintenant, nous sommes en droit de nous poser la question, sommes-nous encore une république? Et pourquoi maintenant ce mélange? Et pourquoi ce n'est plus le droit positif qui a la primauté sur tout le reste? Et évidemment, quand on a un article 5 de cette ampleur dans la Constitution, cela prête vraiment à équivoque. Et pour revenir un peu aussi ce qui se passe un peu partout dans le monde, il y a eu le 25 juillet, aujourd'hui en fait le 13 août, la fête de la femme tunisienne. Justement, croyez-vous, sur le plan politique, le monde a changé à travers un phénomène politique qui est le populisme, et notamment dans plusieurs pays? Est-ce le cas en Tunisie? Oui, certainement, parce que ce qu'on voit maintenant, les partis politiques, en fin de compte, que nous proposent-ils? Et c'est pour ça que le drame, c'est que les gens sont tellement frustrés, se sentent tellement trahis dans toutes les promesses que pratiquement la majorité a faites, que ce soit des gens qui ont été au gouvernement successif durant les 10 dernières années et avant. Donc,
toutes ces frustrations ont fait que maintenant, les gens ne savent pas réellement. Et donc les partis politiques ne sont pas en train de parler de leur programme. Parce que pourquoi voulez-vous élire tel contre un tel? Pourquoi? C'est parce que c'est bien un programme. Et certainement un programme qui nous sort réellement de la crise économique très terrible que nous traversons. Donc il n'y a pas cette proposition. Donc bien sûr le populisme c'est tellement plus simple, avoir des slogans à tort et à travers que tout le monde professe des promesses. Oui ça marche, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et justement le 25 juillet l'année dernière a prouvé que les gens ne voulaient plus attendre cela et que ce genre de message, il va y avoir un jour où plus personne ne va y croire. Et bien sûr, les Tunisiens et les Tunisiennes demanderont autre chose et demanderont des comptes aussi à toutes celles et ceux qui ont fait des promesses non tenues. D'accord. Et pour revenir aux 3 dernières années, une bonne partie des Tunisiens aujourd'hui appellent à un non-retour de l'islam politique. D'ailleurs, pour les Tunisiens, le 25 juillet, c'est qu'ils ne veulent plus entendre parler de l'islam politique. Croyez-vous que les choses ont changé une année après? Non, je n'y crois pas. Ils n'en veulent pas certainement, je suis persuadée. Mais pourquoi est-ce que l'islam politique n'a pas été traduit en justice? Pourquoi est-ce que toutes les exactions qu'il a commises, bien sûr ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire, pourquoi ne les traduit-on pas en justice justement pour prouver cela? C'est une grande question qu'on se pose. Vont-ils revenir ou pas? On ne le sait pas. Justement avec cet article 5, qu'ils n'ont eux-mêmes, ils n'ont même pas osé l'introduire dans la Constitution de 2014. Pourquoi est-il dans la Constitution de 2022? Donc il y a plusieurs questions. Je pense que ce n'est pas aussi facile que ça de pouvoir balayer toute une idéologie. N'oublions pas, l'islam politique a commencé à s'infiltrer à la fin des années 70, début des années 80. Ça fait plus de 30 ans qu'ils sévissent et on voit le résultat dans la population. La population qui est allée au référendum, bien sûr une petite minorité infime, n'a pas lu la Constitution. Donc pour eux, ils pensaient que non seulement c'est un plébiscite, mais que grâce à cela, ils vont se débarrasser. En fait, dans leur imaginaire, ils se débarrassent du Parlement. Mais l'islam politique est maintenant présent dans la société en dehors du Parlement. Donc ce n'est pas aussi facile d'imaginer que comme ça, très rapidement, on va pouvoir le faire. Il va falloir vraiment créer un front uni de tous les progressistes contre cette idéologie, pas contre l'islam en tant que religion, puisque c'est un problème privé. La religion, comme toutes les religions, pas seulement l'islam, c'est quelque chose de privé. On a le droit de croire en qui nous voulons, de manière... Mais entre les citoyens, absolument, entre les citoyens. D'ailleurs, l'article a été un petit peu escamoté. On avait un bel article 6 dans notre Constitution de la liberté de croyance, de conscience et de religion. C'est devenu un article 27, mais c'est pas grave. Donc, ce n'est pas aussi facile que cela de se dire oui, maintenant, on en est débarrassé. On attend de voir, et pour l'instant, honnêtement, je ne vois pas du tout qu'il soit en train de disparaître. Au contraire, on lui a donné beaucoup plus de force grâce à l'article 5 et une assise maintenant pour qu'il puisse sévir encore plus. D'accord. Et aussi, pour revenir un peu à l'actualité, ce qui s'est passé récemment, notamment sur le plan culturel, on a vu des spectacles qui ont été annulés, certains ils ont fait une polémique comme le cas de l'humoriste de Lotfi Abdelli. D'un autre côté, quelle suite aujourd'hui à la liberté d'expression? Y a-t-il une crainte à cette liberté d'expression et aussi à la culture aujourd'hui? Absolument, parce que ça ne s'est pas passé seulement avec cet humoriste, ça s'est passé, il y a eu beaucoup d'événements. Une succession. Absolument, une succession. Et je pense que ça devrait vraiment tirer la sonnette d'alarme pour tous les progressistes de comprendre qu'il y a péril en la demeure, qu'il y a risque. C'est la première fois qu'on a autant d'annulations de spectacles, de gens qu'on connaissait, par exemple, de Mansour Douib. Tout le monde sait la carrière de Mansour Douib, peu importe si son texte c'est un autre humour. C'est-à-dire que maintenant, je pense qu'il y a, comme je l'ai dit, péril en la demeure. Il va falloir faire très très attention parce que dès qu'on commence à attaquer, et on a vu maintenant certains syndicats de la police qui se permettent maintenant
de vouloir imposer leur propre morale. Sur quelle base se basent-ils? Comment peuvent-ils le faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais qu'il y avait un article qui parlait de cela dans la Constitution, mais bien sûr avec toutes les erreurs, les 47 ou 46 qui se sont introduites dans cette Constitution, il a été enlevé heureusement, mais il est lié aussi à l'article 5. Donc même si permettre maintenant à la police ou à qui que ce soit de se mettre à... C'est un pas qu'il ne faut pas franchir, parce que si on permet maintenant à la police officielle, qui nous dit que demain il n'y aura pas une police religieuse, qu'il n'y aura pas des milices religieuses. La police des mœurs aussi. Absolument, voilà. La police des mœurs. Donc tout cela, on l'a vu dans d'autres pays. Donc si on n'est pas vigilant, encore une fois, on risque de vraiment basculer et on risque d'avoir des problèmes justement, que ce soit plus aussi acquis la liberté d'expression, la liberté de penser, même la liberté de penser, les gens même s'interdisent de penser, de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. Et je crois que c'est un très grand silence que je vois autour de moi qui personnellement m'effraie. Est-ce que c'est parce que l'été, est-ce que parce que tout le monde est en vacances et que le réveil à la rentrée sera différent? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas en train personnellement de voir une riposte ou une réponse à la mesure de tout ce qu'on est en train de voir. Une dernière question en fait. À l'occasion du 13 août, pour revenir un peu de cette journée, on ne voit pas de festivités. Ça, on ne le voit pas. Même si... Quel est le message aujourd'hui adressé aux femmes tunisiennes? De faire très attention à leurs droits. Leurs droits, elles les ont acquises grâce au sacrifice de plusieurs femmes et hommes. Grâce à tout ce que le président Bourguiba nous a offert en 1956, avant même notre constitution. Donc, ne pas être vigilante et croire que ces droits vont être là, ne pas voir le code cité dans la Constitution, ne pas voir toutes les conventions internationales que nous avons ratifiées. N'oublions pas, nous sommes le premier pays à avoir retiré les herbes sur la CEDAW, à avoir retiré, parce que Djibouti, lui, est le seul pays arabe à avoir promulgué sans réserve, mais nous avons été les premiers tout à l'heure. Donc nous avons cette convention et toutes les conventions internationales. Il y en a énormément de droits. Et pareil pour l'avortement aussi, on était les premiers, contrairement à la France. 20 ans avant la France. Exactement. Et surtout, maintenant, avec le recul, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça prouve bien qu'ils et elles n'ont pas été vigilantes par rapport à ça. Donc finalement, rien n'est acquis, je dirais aux femmes tunisiennes, si vous ne faites pas attention, demain, nous aurons toutes les choses sous prétexte d'une certaine interprétation de la religion. Et encore une fois, mon problème n'est pas avec la religion, c'est avec ce qu'on fait de la religion. On a déjà vu les gens qui utilisent la religion comme fonds de commerce. Arrêtons de permettre que qui que ce soit achète et vende au nom de la religion leurs fantasmes et leurs idées, l'interprétation, et qu'ils ne nous fassent pas perdre nos droits, parce que ce ne serait vraiment pas un beau cadeau qu'on donnera à la génération future. Moi, personnellement, je m'engage à ce que cela ne se produise pas. J'espère qu'il y aura des millions de femmes tunisiennes prêtes à s'engager pour que ça ne se produise pas. À travers cette note positive et ce message pertinent, je vous souhaite une bonne journée et merci pour toutes ces réponses. Merci. Jamal. Merci. Et bon 13 août. Merci.